Retour en studio pour la deuxième partie de votre émission Que dit la presse, et pour l'exercice de ce numéro, nous avons 3 confrères, 2 en studio actuellement. Crévis Sotou, bonjour. Bonjour à vous, Kazmi, bonjour à tous. Patrice Avala, Patrice, bonjour. Kazimi, ok, bonjour à tous. Le 3e confrère, Eman Aniambosu, va nous rejoindre d'ici là. Nous restons avec le quotidien Le Patriote pour parler de la situation des Béninois vivant au Liban actuellement. Mais avant, faisons un tour de table chacun sur les frappes israéliennes au Liban actuellement. Crévis Soto, vous suivez cette actualité avec nous également. Écoutez, Kazmi, ok, vous savez, on a l'impression que le monde est en train de changer aujourd'hui sa politique de domination. Partout, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient, c'est des guerres. Je ne sais pas pourquoi on a envie de changer aujourd'hui l'histoire donc du monde. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les êtres humains que nous sommes, on a envie de changer le cours de l'histoire à travers donc la guerre. Et ce qui se passe au Proche-Orient devient de plus en plus inquiétant parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, vous voyez, tout est parti de la Palestine qui a une partie de son territoire au niveau du Hamas. Et quand vous prenez donc la carte géographique du Proche-Orient, vous verrez que en réalité, il faut traverser l'Israël pour aller dans le Hamas. Le Hamas qui étant donc une partie du territoire donc de la Palestine. Et certains estiment que normalement, ou je pense que l'Israël estime que ce n'est pas acceptable, c'est inadmissible d'être un territoire qui n'a pas une partie directement liée à son territoire, si on peut se répéter ainsi, parce que en réalité cette partie de la Palestine qui est le Hamas n'est pas liée directement donc à la Palestine. Il faut forcément, il y a l'Israël qui sépare en réalité donc le Hamas de la Palestine. Et donc l'Israël a le soutien des Américains parfois et qui fait que la Palestine qui cherche à chaque fois à récupérer donc une partie de l'Israël afin d'être un territoire au complet, essaie de mener parfois des actions terroristes, si on peut le dire ainsi, donc sur le territoire israélien. Et c'est ça qui fait que le 7 octobre, il y a eu donc cette attaque en Israël où 7 octobre 2023, bien sûr, où un groupe de terroristes, parce que ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, c'était inadmissible également, a quitté le Hamas, a pénétré donc sur le territoire israélien et a mené des frappes. Et c'est ça qui a été donc le début, le déclencheur, l'élément déclencheur donc de cette guerre entre donc le Hamas et l'Israël. Mais ce que vous ne savez pas, ou ce que peut-être les observateurs, ceux qui suivent cette actualité, vous diront, c'est que il y a le Liban, l'Iran également, qui en réalité sont en coalition avec donc le Hamas, donc la Palestine, et la Palestine qui aujourd'hui se retrouve avec le Hezbollah qui est sur la liste des Israéliens comme étant donc un groupe terroriste, tout comme les Américains également. Et donc le Hezbollah est en train en quelque sorte de revendiquer en réalité donc cette attaque du 7 octobre en soutenant donc la Palestine, parce que quand vous prenez la Palestine aujourd'hui n'a pas les armes nécessaires, n'a pas la force militaire nécessaire donc de mener une guerre contre Israël. Et c'est ce qui se passe tout simplement. Et le Liban étant donc en coalition avec donc la Palestine, aujourd'hui accepte de garder sur son territoire certains chefs du Hezbollah ou également du Hamas. Et c'est ça qui fait que l'Israël, dans sa logique de vouloir finir avec et de faire payer le prix de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 à ces hauts responsables du Hamas ou de la Palestine, fait que aujourd'hui l'Israël est en train de foncer tout droit, parce que comme on le dit, quand vous êtes donc en association et vous avez lancé un assaut, lorsqu'on met la main sur les responsables, c'est sûr que l'association va disparaître. Et c'est ce qui se passe, c'est dans cette logique s'inscrit aujourd'hui l'Israël, et l'Israël est en train de vouloir faire payer le prix de ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 sur son territoire à tous ceux qui sont impliqués dans cette attaque-là. Donc la Palestine, le Liban et l'Iran. Pays du Proche-Orient. Du Proche-Orient. Et ce que vous savez, aujourd'hui, le Liban également n'a pas envie de se mettre dans cette guerre, mais parce que l'Israël est en train de bombarder aujourd'hui des sites nucléaires libanais. C'est ça qui fait que aujourd'hui, voilà, on a l'impression que la zone
du Proche-Orient, cette zone du Proche-Orient, tend vers donc toute une guerre qui ne va pas forcément faire l'affaire des Israéliens ni des Américains. Parce que si le Liban se lance dans cette guerre, l'Iran appuie également l'Hezbollah dans cette guerre, la Palestine également pourra avoir donc ce soutien de tous ceux-là et pour pouvoir se lancer dans cette guerre interminable. Et ce que vous ne savez pas, la Turquie n'a pas intérêt à ce que l'Israël gagne cette guerre. Parce que oui, justement parce que la Turquie reste en quelque sorte dans cette zone-là, je dirais sur le plan diplomatique, le seul pays qui influence aujourd'hui les actes et les actions donc de l'Hezbollah ou également du Liban ou de l'Iran. Donc voilà en quelque sorte ce qui se passe. Mais dans cette guerre, ce sont beaucoup plus les Américains qui sont humiliés parce que le premier ministre israélien n'a pas envie de se plier aux exigences du président américain Joe Biden. Oui, Patrice Avala, vous également, vous suivez cette actualité liée à cette guerre qui perdure depuis octobre 2023. Oui, octobre 2023 et on dira octobre 2024, un an passé déjà, que des bombardements israéliens sont en cours dans la Palestine et ses pays alliés, ce qui couvre le Hezbollah et consorts. Ceux pour qui l'Israël s'est énervé avec ce bombardement, il a dit un bombardement qu'il faut quand même dénoncé dans la mesure où il a fait beaucoup de victimes en Israël, civiles en Israël en 2023. Et donc l'Israël a pris sa revanche et a décidé d'en finir avec le Hamas. Ses ramifications dans le Proche-Orient, c'est ce qui amène l'Israël à poursuivre ses bombardements en dépit de toutes les résolutions prises par les Nations Unies, les missions de paix qu'on a envoyées sur le terrain, etc. Comme pour contenir de l'Ukraine qui n'a jamais atteint son objectif parce que là aussi la guerre continue toujours et une guerre en cache une autre et donc on n'en parle plus. On ne parle plus beaucoup plus de cette guerre Russie-Ukraine. Aujourd'hui c'est l'Israël, le Liban, le Hamas, la Palestine, le Proche-Orient, tout ça là qui est en vogue aujourd'hui. Et donc on doit craindre des ramifications en Afrique parce qu'au début de cette affaire il y a eu des soutiens de la Palestine en Afrique. On a eu l'Afrique du Sud, par exemple, où des gens se sont levés pour dire qu'ils soutiennent le Hamas dans sa position d'attaque à l'Israël. Et donc, ils ne sont pas... Non, mais est-ce que c'est dans sa position d'attaque? Je crois que tous les pays du monde condamnaient donc cette attaque du 7 octobre 2023. Mais le problème est que historiquement, en réalité, le Hamas demeure le territoire de la Palestine. Bien entendu. Donc, l'Afrique du Sud, par exemple, s'est alliée historiquement donc derrière la Palestine pour dire, écoutez, il va falloir qu'on trouve une solution à deux États. Et géographiquement, Patrice, je pense que l'Égypte aussi est concernée par cette affaire. Bien sûr, c'est pourquoi je parle d'une exportation de cette guerre en Afrique. Parce que tel que cela évolue, vous savez, des Africains sont pleins dans le monde. Nous sommes à la recherche du mieux-être. Et donc, en voyage sur tous les continents, vous allez dans n'importe quel continent aujourd'hui, vous retrouvez des Africains. Pour ne pas dire au-delà de l'Afrique, dans n'importe quel pays du monde entier, vous retrouvez des Africains qui payent le prix parce que ces bombardements ne ciblent pas, on ne peut extirper l'Africain de l'Américain ou bien des victimes qui sont en train d'être causées sur le terrain. Et donc, c'est les risques d'une guerre mondiale qui se signalent à mon avis et si on y prend garde, parce que les Nations Unies ont déjà fait tout ce qu'elles peuvent faire pour que ça cesse. Mais l'Israël n'étant pas encore au bout de ce qu'il entreprend, c'est une conquête. C'est une conquête et l'objectif c'est bien entendu de finir avec le Hezbollah et tous ceux qui peuvent attaquer dans l'avenir l'Israël et mettre à mal son mieux-être, son vivre ensemble. Et donc dans cet esprit, je pense que c'est une guerre sans fin qui pourra durer d'année en année tant qu'on n'en finirait pas avec les responsables de ces groupes terroristes décrits par Krevis Sotoou. Dieu seul sait que les groupes terroristes, on n'en finit pas avec eux parce que quand un responsable atterrit, il y a son adjoint qui est là, qui prend le relais.
ce sont des groupes organisés et qui ont les moyens, Dieu seul sait comment, ils ont leurs moyens pour faire face à des velléités de certains pays comme l'Israël aujourd'hui en guerre contre le Hezbollah, le Hamas et tout. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, préciser aussi, c'est que quoi, vous voyez, dans cette zone du Proche-Orient, il y a donc l'Israël qui estime que voilà, c'est lui qui détient donc aujourd'hui l'armée la plus puissante de cette zone-là. Vous voyez. Alors, l'Israël est en train de poursuivre en réalité plusieurs objectifs. Et quand vous analysez un peu la situation, normalement même dès le début de cette guerre, les gens se sont interrogés pour dire mais vu donc le service de renseignement performant de l'Israël, comment le Hezbollah ou cette attaque de 7 octobre 2023 s'est produite, parce que comment les services de renseignement israéliens n'ont pas surpris. Voilà, ils ont été surpris. Donc, ça veut dire que en Krivdo sont partis jusqu'à dire que c'est fait exprès parce que l'Israël voulait quand même en finir avec l'Hezbollah, avec le Liban. Parce que quand on parle de Liban, Liban est en train de développer des armes nucléaires aujourd'hui. Et l'Israël craint cela. Les Américains craignent également cela. Ceux qui profitent de cette situation, c'est par exemple le Qatar. Le Qatar avec donc l'Arabie Saoudite, tout ça là, parce que le Liban, mais c'est également, je dirais donc un pôle pétrolier qu'il faut pas négliger. Et aujourd'hui, le Qatar, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là veulent en tirer de profit parce que ça leur permet de prendre aujourd'hui le dessus, le contrôle de tout ce qui est pétrole et autres, le business de pétrole et autres dans la zone. Donc, l'Israël est en train, en réalité, non seulement de rendre service à ces pays comme Qatar ou l'Arabie Saoudite, mais aussi en train de poursuivre en réalité un objectif déguisé qui est le fait aujourd'hui de mettre fin à cet esprit libanais qui est de développer donc l'arme nucléaire dans la zone, voilà, ces activités nucléaires dans la zone, parce que en réalité ils estiment, les Israéliens aujourd'hui, que attention, si on laisse le Liban faire, ça veut dire que le Liban c'est une menace pour risque de les dépasser en termes donc d'armement dans la zone, et c'est le Liban forcément qui va prendre le contrôle, ce que les Américains également ne veulent pas. Oui, face à cette situation drastique au Liban, les Béninois, oui, les nôtres, sont au Liban actuellement, et pour ceux-là, le ministre béninois, pour ne pas parler du ministère béninois des Affaires étrangères, qui a rendu public un communiqué pour dire sa préoccupation par rapport à cette situation. Mais avant de revenir sur le communiqué, Patrice Avala, vous avez suivi avec moi cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et le cri de détresse des Béninois vivant au Liban actuellement. J'ai de la peine à aborder la préoccupation, Casimir, parce que depuis quelques années, nous avons constaté que des Béninois immigrent dans beaucoup de pays, comme on a commencé par le dire au début de cette émission. Vous allez un peu partout dans le monde entier, dans les pays du monde, vous retrouvez des Africains au-delà de l'Afrique qui sont à la recherche de quoi? Du mieux-être. Lorsque vous n'êtes pas mieux loti dans votre pays, je pense que vous cherchez à quitter votre lieu pour un autre dans l'espoir d'avoir une meilleure vie. De ce côté-là, je pense que c'est ce qui a amené beaucoup de Béninois depuis quelques années, je dirais dans les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a constaté une montée de l'immigration. Et dans cette immigration, on emprunte d'ailleurs pas les moyens conventionnels pour le faire, au risque de sa vie. On voit des gens qui sur le trajet de l'immigration périssent. Malgré ça, il y a toujours des candidats pour aller dans des pays au péril de leur vie. C'est dans cet esprit que beaucoup de Béninois ont quitté le territoire et se retrouvent aujourd'hui face aux armes de l'Israël au Liban. Face aux armes, bien entendu, parce que aujourd'hui, les responsables du ministère des Affaires étrangères, la diplomatie béninoise ne peut pas nous dire avec précision combien de Béninois vivent au Liban et combien ont déjà fait les frais des armes de l'Israël au niveau de ce pays. Et donc, dans ce contexte, si vous êtes là, vous ne parlez pas. On dit, si vous êtes sous un arbre, vous ne parlez pas, vous risquez de recevoir de n'importe quoi sur votre tête. C'est peut-être ce qui a amené cette vidéo dont vous parlez à circuler. Et ça a tout dit. Vous voyez, lorsque vous êtes ici, vous avez envie de quitter le pays
pour aller vous rechercher ailleurs, sans savoir où vous allez. Quand vous arrivez à destination, des gens qui vous proposent leur service, vous avez un mieux-être, vous allez mieux vivre que là où vous êtes ici au Bénin, vous acceptez tout, on vous fait toutes les pièces, le passeport, etc., tout ce qu'il vous faut, le visa même, et on vous embarque du Bénin. Vous montez dans l'avion sans savoir où est-ce que vous allez. Vous voyez, c'est un peu fou, hein, mais quand même, on accepte de faire ça, et surtout, ce sont nos jeunes filles qui font ça. Parce que le constat, c'est quoi? Ce sont les travaux domestiques qu'elles vont faire dans les maisons, ce sont les filles qui vont faire les travaux domestiques. Et le pire, c'est quand on les offre à des animaux. On a vu les petits-potards ici, on a vu un certain nombre de choses qui devaient quand même décourager les filles béninoises à aller dans ces aventures-là. Aujourd'hui, ils sont face à cette guerre israélo-palestinienne qui s'est exportée dans plusieurs pays déjà et dont le Liban. Qui continue, bien évidemment, qui continue. Et Dieu seul sait si celle qui a parlé dans la vidéo dont vous parlez est encore en vie. Parce que nul n'est là-bas pour témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Lorsque vous avez vécu dans un pays où la guerre a sévi, c'est là où vous savez ce qu'on appelle la guerre. Vous êtes face au crépitement des armes, des armes de tous les calibres. Et vous ne pouvez pas vous défendre. Même l'État ne se défend pas. Qu'est-ce qu'il en sera pour un individu étranger? Un individu étranger qui n'a même pas ses pièces avec lui. Parce que lorsqu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se passe? On leur arrache toutes les pièces. On les met sous contrat. 1 an, 2 ans, ils n'ont pas l'opportunité de toucher à une de leurs pièces avant l'expiration du contrat. Et au bout de ce temps-là, on vous prend votre salaire pendant 2 ans. Vous avez peut-être le minimum qui vous permet de survivre pendant tout le temps. Et c'est après ça que vous êtes tenté maintenant d'avoir une petite libération. Libération, pas libération également parce que lorsque vous êtes à l'étranger, vous êtes obligé de suivre ce qu'on vous dit de faire. On vous dicte ce que vous avez à faire et c'est ça que vous faites. Vous n'avez autre choix que de faire ça. Même si on vous dit couche-toi là et que le chien commence par te grimper, excusez du peu, c'est que vous le faites. Ceux qui s'opposent à ces velléités, on les tue et personne ne demande. Il y a des parents ici aujourd'hui qui n'ont plus des signes de vie de leurs enfants, qui ont quitté et qui sont allés se rechercher et ne savent même pas si un jour ils auront la chance de les voir en face d'eux. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui au Liban. Vous avez parlé de ce communiqué du ministre des Affaires étrangères. Voilà, on va revenir sur le communiqué. Permettez à Crévis aussi de se prononcer sur le cri de détresse des Béninois vivant au Liban aujourd'hui. Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est uniquement le Liban qui vous intéresse. Non, alors que puisqu'il y a des bombardements là-bas aujourd'hui. Non, mais au Soudan, tout près là, au Soudan, tout près là, il y a toujours des bombardements. Vous voyez? Non, mais Patrice disait quelque chose de très important tout à l'heure. Et c'est quoi? C'est quand vous avez vécu une fois dans un pays de guerre, vous saurez ce que c'est que la guerre. Même le gouvernement, même l'État qui est omnipuissant dans son pays n'arrive pas à se défendre. Et les spécialistes de la chose, ça, je veux parler des policiers, des militaires, tout ça là, vous diront que mais attention, c'est quoi survivre dans une guerre? C'est lorsque vous avez la chance d'entendre le crépitement d'une arme. Ah oui. Là vous êtes encore en vie. Là vous êtes encore en vie. Vous êtes en vie. Mais si vous n'entendez pas, c'est que c'est fini. Vous n'êtes plus de ce monde. Et c'est ça au fait le problème. Et donc même aller tout près, donc au nord pour savoir ce qui se passe quand on parle du terrorisme aujourd'hui, mais c'est pas facile. Et on parle de guerre. Donc, moi, j'ai l'impression quand même que la responsabilité ou les responsabilités doivent se situer à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des parents, au niveau de ces enfants qui acceptent ou de ces jeunes qui acceptent se lancer dans une aventure parce que d'abord, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'aventure. Ils ne comprennent même pas la langue du pays d'accueil. Mais quand on parle de l'aventure, on ne sait pas. Quitte chez toi à Adjongla pour venir à Porto Nouveau. Mais vous n'imaginez pas les difficultés. C'est toujours dans le mais. C'est toujours dans le mais. Même à Djong, à Dangbo, tous ces problèmes-là. Mais vous savez les difficultés. Et on veut quitter son territoire pour autre territoire. On veut voyager. On veut quitter le pays. Où on n'imagine pas ce qu'ils on va là-bas pour ramener de l'argent. Pour ramener de l'argent. Aujourd'hui, il faut donc situer les responsabilités parce que ceux qui sont là-bas également vendent de l'illusion à ceux qui sont encore sur place. Ils traversent des... C'est un système en fait. Mais c'est un système. Ils traversent
des moments difficiles, mais on préfère faire des selfies, des photos, c'est-à-dire pour montrer que tout va bien. Ah oui. Et c'est ça en fait le problème. Je ne sais pas si on les engage encore à attirer les d'autres personnes, je ne sais pas. Oui, puisque quand vous amenez quelqu'un, vous avez des pourcentages. Peut-être que vous, votre libération est enclenchée. Oui. Bon, peut-être. Ben, ça aussi, c'est de l'illusion parce que ce n'est pas encore certifié. Si effectivement vous aurez de libération. Tu amènes une personne, on va te dire, bon, il reste encore, fais l'effort d'amener encore. Donc, il faut situer les responsabilités. Aujourd'hui, quelle est vraiment la diplomatie béninoise dans les différents pays du monde en termes donc d'immigration? On va en revenir. Eman Aniambossou nous a rejoint tout à l'heure. Eman Aniambossou, nous parlons de la situation des Béninois vivant au Liban actuellement. Un tour de table pour vous prononcer sur la situation, le cri de détresse de ces Béninois avant de venir au communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères le 8 octobre ce mardi. Non, ce qui est clair, merci beaucoup. Ce qui est clair, c'est que j'ai entendu mes collègues dire que c'est les jeunes qui acceptent. J'ai entendu également mes collègues dire que on veut quitter le pays. Non, est-ce que tout est question de volonté? Je ne pense pas. Et vous l'avez rappelé également, c'est une illusion qu'on vend à nos jeunes. Pas parce que dans leur pays ça va, non. Parce qu'on leur fait vendre, on leur fait croire que là où ils vont là, qu'ils vont chercher de l'argent, ils vont trouver de l'argent. Tenez, le travail de ménage que vous pouvez faire ici au Bénin et gagner 25 000 francs, ailleurs on vous dit que vous êtes payé à 200 000 francs CFA. Vous êtes payé en dollars. Vous êtes payé à 200, en fait l'équivalent de 200 000 francs CFA ailleurs. Vous dites il vaut mieux et l'expression est connue chez nous et dans SATA. C'est-à-dire les jeunes acceptent de se jeter à l'eau, d'aller à l'extérieur parce qu'on veut quand même, on a des familles qui sont là, on a des parents qui vivent et tout. On se dit il vaut mieux aller ailleurs et gagner l'équivalent de 200 000 francs ou 250 000 francs CFA plutôt que de rester au Bénin et être payé à 45 000 francs. Alors donc, tout est question, il faut interpeller les acteurs à divers niveaux. C'est vrai, si tu les responsabilités, un peu comme l'a dit le collègue tout à l'heure. Mais je ne vous coupe pas, mais quand vous parlez de 200 000 francs, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a des charges. Si vous gagnez 200 000 francs là-bas, mais ça là, ne veut pas dire que ce qui vous revient en espèces comme ça, c'est 200 000. Vous avez des tasses, des choses à payer. Il y a un salaire brut. Oui, je vous comprends parce qu'effectivement, c'est un réseau, par exemple. C'est un réseau. Pour quelqu'un, pour moi, j'ai fait une petite enquête là-dessus. C'est un réseau, par exemple, où on accepte de vous faire voyager. Une fois que vous êtes là-bas, vous prenez la première année pour rembourser ce qui vous a permis d'aller là-bas. Mais après, vous revenez, vous commencez par prendre un peu vos sous. Et donc, j'avoue qu'il y en a quand même qui ont pu s'en sortir, qui ont pu travailler là-bas, au Liban, au Koweït, en Turquie et tout, qui ont pu travailler et qui ont pu réaliser des choses au Bénin parce qu'ils savent ce pourquoi ils sont partis. Maintenant que le pays est visiblement en situation d'escalade avec l'Israël et que le Bénin a demandé à ses ressortissants de rentrer, je pense que c'est déjà bien de le faire. Mais ce qu'il faut plutôt faire, ce n'est pas de les appeler à rentrer, mais c'est d'organiser leur rapatriement au Bénin parce que justement, ils savent comment ils ont pu aller là-bas. Maintenant, il faut que le Bénin prenne ses responsabilités en organisant leur retour, en faisant en sorte qu'on recense tout ce qu'il y a comme Béninois dans le pays là-bas pour qu'ils reviennent au Bénin. Oui. Voilà. Eman Aniambossou, vous semblez prendre le dessus du débat. Patrice Avala, le ministère des Affaires étrangères appelle avec insistance les ressortissants béninois à s'abstenir de se rendre au Liban actuellement. Voilà ce que dit le communiqué. Et un communiqué qui, de mon point de vue, ne veut absolument rien dire. Ah bon? Dans la mesure où je suis libre de m'en aller à tout moment lorsque j'ai les opportunités. On m'offre les opportunités. On me fait miroiter l'Eldorado. On me dit que si je quitte le Bénin, j'ai un mieux-être, j'ai un salaire aussi grand qu'un salaire de ministre ou bien d'un directeur de cabinet au Bénin. Que sais-je encore? Et vous me dites de ne pas partir. Qu'est-ce que vous faites ici pour retenir les jeunes au pays? C'est ça la grande interrogation. Parce que on nous dit par exemple que on fait des recrutements dans l'emploi permanent au Bénin. Le personnel permanent au Bénin. Mais par quel concours? Ils sont lancés où? Si vous faites le constat depuis quelques années, vous constatez que on recrute beaucoup plus dans l'armée. Et lorsque vous regardez nos flics sur nos carrefours, un peu partout, vous n'avez pas du tout envie. D'ailleurs, on a lancé des concours ici et on a été obligé, au-delà du communiqué qu'on a lancé aux jeunes, de venir s'inscrire pour participer à un concours, d'aller dans les radios, dans les télévisions, pour parler. Sans exiger un diplôme ici. Sans exiger de diplôme. Alors que, au départ, quand on est venu, on a parlé de désert de compétences. Mais aujourd'hui, on lance des concours, il n'y a pas de diplôme, même pas le BPC. Or, le militaire, auparavant, il suffit de savoir courir et on vous enrôle dans l'armée béninoise. Mais aujourd'hui, le BPC. Après, maintenant, il y a même eu un concours là. Les gens sont allés s'inscrire, ils n'ont même pas couru. Ils sont actuellement
dans l'armée. J'en connais, j'ai des frères dedans qui sont dedans. Alors, ce n'est que ces recrutements-là que le gouvernement a beaucoup plus fait. Je ne sais pas quel est l'objectif. C'est vrai, lorsque vous voulez la paix, vous préparez la guerre, dit-on. C'est peut-être dans cet objectif qu'on ne fait que recruter. Et cette loi sur l'embauche a permis de ne pas organiser des concours comme on en voyait sous les autres régimes. C'est vrai, on en a pris au niveau de la justice, au niveau du ministère de l'économie, puisque ce sont des postes stratégiques. Mais beaucoup plus, on a fait des embauches. Les familles parentaliers, bon, c'est nous qui sommes au pouvoir et donc puisque tu avais lutté, et il faut prendre ce poste. Ça, personne n'en parle. Ceux qui n'ont pas la chance de profiter de ces opportunités ne font que voyager, filles comme garçons. Moi ici aujourd'hui, je vous dis, si on me miroite ce qu'on va me miroiter et que je me vois dedans, je risque de m'en aller. Oui. Parce que ici, je me dis que je ne vis pas ce que j'espère pour ma vie. Et quand c'est comme ça, quelqu'un vous dit, bon, il y a un emploi qui t'attend à Paris. Et donc, tu as ce salaire qui t'attend. Tu descends aujourd'hui. Non, l'Iran. Personne ne veut aller dans les autres. L'Iran, le Liban, ce sont les filles qui vont là-bas. Ce sont les filles. Et elles vont faire des travaux de ménage. Et on les voit, on voit même des vidéos. Vous voyez comment les familles d'accueil les traitent. Quand on fait ces vidéos-là, ce ne sont pas nos filles qui font les vidéos. Ce sont les familles d'accueil là qui font les vidéos et qui les publient. On voit ça quand même et nos filles veulent partir. C'est dommage. Je pense qu'elles partent contre leur volonté. Elles partent contre leur volonté. Mais lorsqu'on voit, on observe les conséquences. On entend, on lit sur les réseaux sociaux toutes les conséquences que vivent celles qui sont déjà parties. Beaucoup plus, j'ai parlé des filles. Je pense que l'envie doit quitter les probables candidats, les probables candidates à ces immigrations-là. Parce que, au-delà même du bombardement de l'Israël sur le Hamas, qui les font crier aujourd'hui, je pense que elles auraient mieux gagné de rester au pays, de souffrir avec leur pays. Les parents, Crévis a parlé tout à l'heure de leurs responsabilités, mais je n'en trouve pas trop. Parce que lorsque votre enfant... Il y a des parents qui cotisent. Oui, il y en a qui cotisent poussent jusqu'à leurs enfants. 5 millions Vous voulez que pour permettre... Mais là où vous payez de l'argent, vous êtes mieux géré encore lorsque vous partez. Mais c'est si vous n'avez rien sorti, un copec de votre poche, et vous partez comme difficile. Ça, vous avez au moins 5 ans pour vous asseoir. Si vous tombez à une bonne destination. Si vous permettez, je pense que Patrice a abordé plusieurs aspects de la question. Il a parlé de la loi sur l'embauche sans l'approfondir correctement. Oui. C'est vrai que la loi sur l'embauche, pour ma part, ça a précarisé l'emploi chez nous au Bénin. De sorte qu'aujourd'hui, celui qui est employé dans une entreprise, par exemple, il se dit à tout moment, on peut me renvoyer. Alors qu'avant, il y avait des choses. Le patron était tenu à certaines obligations qui donnaient une certaine garantie de son employé, ce qui permettait à l'employé de se sentir en sécurité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On me dira que c'est une manière également de rendre un peu libre l'emploi et tout, et de faire en sorte que les on a précarisé l'emploi. Ils ont précarisé l'emploi. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Ensuite, oui, quand il parle de découragement, non, ne dites pas ça. Il y en a qui arrivent à se tirer d'affaire quand là-bas c'est dur. Et on le dit chez nous, quand c'est dur, seuls les durs avancent. Et donc ils se disent, oui, on nous fait croire que là-bas ça ne va pas. Quand vous avez un parent, une femme, c'est pas une amie à vous qui a voyagé, qui est partie à l'extérieur, qui n'était rien chez nous au Bénin ici, mais qui, que vous entendez au bout de 3-4 ans, on dit que c'est elle qui a construit tel immeuble à tel endroit. Vous vous dites, mais comment elle a pu s'en sortir là-bas pour qu'aujourd'hui, moi, on m'empêche d'aller. Et donc, ne pensez pas que c'est même si vous avez beau mettre, même si vous dites que le diable là, que Satan se trouve dans ces pays, les Béninois trouveront le moyen d'y aller. Maintenant, on revient au communiqué. Ils iront vérifier si c'est vraiment Satan qui est là. Oui. Pour venir communiquer. Il doit pas, le communiqué pour moi pas paraît laconique. Pourquoi? Il s'agit pas de demander aux Béninois de rentrer, de ne pas aller là-bas, de dire que la zone est fréquentable. Non. Il s'agit de prendre les mesures coercitives qu'il faut, les mesures franches qu'il faut pour empêcher les gens d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec moi, que des gens, pour voyager, aller dans ces pays, ils peuvent quitter Cotonou, aller prendre le vol à Lomé. Quand ils peuvent quitter le Cotonou, aller prendre le vol à Accra ou c'est pas à Dakar. Même le Nigeria, là. Donc je pense qu'il faut travailler à ce que les barrières soient mises en place pour que ceux qui sont candidats à ces déplacements ne puissent pas y accéder et qu'on fasse en sorte, et j'insiste là-dessus, qu'on fasse en sorte que nos parents qui sont dans ces pays-là puissent revenir au Bénin et qu'on organise leur rapatriement manu militari s'il le faut. Eman Naniambosu, on revient là. Crévis Sosoto, le communiqué dit que le ministère invite également tous les Béninois résidant actuellement au Liban
gouvernement a saisi l'opportunité des derniers vols commerciaux encore disponibles pour quitter sans délai le pays et regagner le Bénin. Peut-on parler du service minimum comme l'affirme le quotidien Le Patriote? Écoutez, moi j'ai dit souvent que nous avons un problème en Afrique. On a parfois des ministères de la diplomatie qui ne comprennent pas le langage diplomatique. Vous voyez, et choisissent mal les mots, les expressions, tout simplement. Mais vous voulez parler de quelle expression et de quel mot? Non mais, permettez-moi, avant donc d'approfondir. Les vols commerciaux. Avec quel moyen? C'est une affaire de moyens. C'est une affaire de moyens, effectivement. Non, mais, écoutez, j'aimerais quand même me prononcer sur le premier aspect où on dit de ne pas s'y rendre. Oui, et vous savez, moi je vais plutôt dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'État a les moyens de travailler pour vraiment mettre en place des barrières, empêcher des potentiels candidats de faire l'immigration? Vous ne pensez pas? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand l'immigration est donc l'un des mouvements les plus vieux au monde, vous ne pouvez pas. Même les Américains immigrent, les Français immigrent. Le problème est que quoi? Il faut plutôt revenir donc à un emploi rassuré et rassurant. Je crois que il faut mettre en confiance les citoyens. Il faut mettre en confiance. Même si on sait que selon un rapport de Instad en 2023 qui dit qu'il y a 274 440 emplois créés entre 2016 et 2023. Et c'est Patrice Talon qui a fait ça. Patrice Avala ne dira pas le contraire parce que il maîtrise bien. Je peux vous décrire ces emplois. Non, mais vous maîtrisez bien Azoli et autres. Donc, lorsque sur un chantier de construction, je vois quelqu'un vient vendre de l'orange, c'est qu'on a créé de l'emploi. C'est un exemple. C'est ce que le rapport ça dit. fait partie des exemples d'emplois créés. Oui, il y a ce qu'on appelle les emplois directs et indirects. Il y a donc l'aide maçon, l'ouvrier sur le chantier de construction, donc des logements sociaux aussi, c'est un emploi. Et donc voilà. Et alors pour revenir, je crois que aujourd'hui, il faut vraiment, comme Herman le disait tout à l'heure, que effectivement avec cette loi sur l'embauche a vraiment détruit aujourd'hui l'envie, cet esprit de travail chez les Béninois au pays. C'est vrai parce que vous avez aujourd'hui des patrons tout puissants qui se permettent même le luxe de rester à vous devoir pendant des mois et vous menacent même de partir sans rien vous remettre, donc qui vous insultent même parfois, tout comme si voilà vous êtes son coq ou son chien. C'est parfois difficile et les Béninois, même quand on parle de recrutement aujourd'hui, quand on parle d'un emploi aujourd'hui au Bénin, les gens n'ont plus vraiment envie de postuler et de travailler au Bénin. Le porte-parole du gouvernement l'a dit que les Béninois ne veulent pas travailler. Oui, ça dépend. Vous savez, celui qui est dans un palais ne peut pas réfléchir de la même manière que celui qui est dans une chaumière. C'est très important. Suivez mon regard, tout simplement. Donc, c'est pour vous dire que les conditions ne sont pas les mêmes quand on parle de travail. Est-ce que cela revient à dire que l'ouvrier qui travaille mais qui n'est pas vraiment rémunéré à la hauteur ou même près de la hauteur de ce qu'il fait, il n'a pas envie de travailler? Non, mais c'est pas ça. Au fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'il y a des efforts qui se font dans la République, mais en réalité, ce n'est pas encore ça. Ce que l'employé doit gagner, ce que l'ouvrier doit gagner, il ne le gagne pas. Et ça décourage aujourd'hui les jeunes. Donc pour moi, il faut travailler à supprimer carrément cette loi sur l'embauche et travailler à ce que on donne aujourd'hui de la sécurité à ceux qui travaillent. C'est très important. Et vous avez des gens qui sont même dans la fonction publique et qui ne sont pas sûrs effectivement d'être encore dans la fonction publique parce que du jour au lendemain, on peut parler de retraite anticipée ou de comment vous appelez ça, je ne sais plus. Donc pour moi aujourd'hui, la solution n'est pas de mettre les barrières pour empêcher les potentiels candidats de quitter le pays parce que l'immigration, vous ne pouvez pas lutter contre cela. Pour revenir maintenant au communiqué. Vous savez, je disais que on choisit mal les expressions diplomatiques. Et c'est là où je me demande, mais toutes ces écoles qui existent et qui forment en diplomatie au Bénin, forment comment? Tout simplement. Non, mais elles forment comment? Parce que on voit ça. Comment on peut dire aux gens qui sont en difficulté, qui à peine ont eu la chance même de prendre une chemise pour fuir. J'ai l'impression que les autorités ne savent pas ce qu'on appelle la guerre. Mais à peine ils ont eu la chance de prendre une chemise et de fuir. Vous leur demandez de faire quelqu'un qui a fait son économie et son économie se retrouve dans un sac à la maison qui n'a pas eu la chance de prendre ça. Vous voulez lui demander de prendre le dernier vol commercial. On a même dit commercial. Hein. Non, oui. C'est difficile. Moi, je crois que même les Américains, comment vous appelez ce pays-là, où les Américains ont été renvoyés par ce groupe terroriste qui est encore au pouvoir aujourd'hui, qui fait des interdictions
surtout les restrictions de liberté chez les femmes et autres. Mais on a vu comment les Américains ont été renvoyés, mais comment ils ont négocié avec ce même groupe pour faire des rapatriements. Mais quelle est la diplomatie béninoise sur le terrain par rapport à ça? Même si les enfants sont partis, les jeunes sont partis, sans pièces, sans prendre pas donc des moyens conventionnels, comme Patrice le disait, mais il demeure des fils, filles du Bénin. Et on a besoin, en quelque sorte, de ces personnes-là pour pouvoir construire le pays. Et d'ailleurs, même, malgré qu'ils partent, sans prendre pas les moyens conventionnels, ils contribuent au développement du pays. Parce qu'ils envoient de l'argent, après tout, à leur famille, pour permettre quand même de construire ci ou de faire ci dans le pays. Donc, c'est leur manière de contribuer au développement du pays. Donc, je crois qu'il revient aux autorités béninoises de trouver des moyens, ne serait-ce que pour organiser 3, 4, 5 vols pour ces enfants-là. Il revient maintenant à ceux qui ne veulent pas quitter, mais de faire leur choix, tout simplement. De rester là-bas. Patrice Avala, le gouvernement ne peut-il pas emboîter les pas d'autres pays comme le Nigeria qui a annoncé le rapatriement de près de 2000 citoyens nigérians pour faire entrer les nôtres, les Béninois aussi? Je pense que l'on suit les exemples. Et le Bénin ne le fait pas. Le Bénin ne le fait pas dans la mesure où on ne peut pas, à travers un communiqué, demander à ses compatriotes qui sont à l'étranger de saisir une opportunité d'un vol. Un vol dont ils n'ont pas les moyens pour prendre. Et quand c'est comme ça, on pourrait dire que on s'en fout de ceux qui s'en vont. Tout simplement. On s'en fout. Parce que vous entendez des cris de détresse. Vous-même, vous voyez comment les gens sont traités dans un pays où les citoyens sont face aux armes. Vous ne diligentez pas un vol spécial. Même si le Bénin n'a pas un avion, le Bénin a quand même les moyens. Vous avez dit qu'il y a l'argent au Bénin. Mais il y a quelqu'un qui gère le pays. On les a entendus. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui gère le Bénin, qui dirige le Bénin, qui a dit que l'argent pour développer le Bénin est au Bénin. Et on constate effectivement comment on développe le pays. Quand c'est comme ça, affréter un avion tout simplement, des vols spéciaux pour ces pays en difficulté, pour rapatrier. Vous pouvez même envoyer d'avions qui rapatrient des gens d'autres horizons. Ce n'est pas exclu. Lorsque vous trouvez une opportunité de vous extraire des balles, les Béninois peuvent profiter du Nigeria pour revenir. Pour ceux qui veulent revenir, ceux qui ont les moyens de revenir, parce que on va beau envoyer un avion au Liban, des gens auront envie de revenir, mais quand on les a cachés dans des chambres, parce que les pièces se trouvent là, entre les mains de ces familles d'accueil, et eux-mêmes, ne voyant le soleil qu'à des rares occasions, donc ils auront envie de revenir, mais ils ne pourront pas revenir. Mais dans la grande majorité des Béninois qui vivent là-bas, je pense que beaucoup, quand vous voyez que là où vous êtes parti, votre aventure ne vous donne rien, je pense que quand devant n'est pas bon, on fait un marche arrière. Et beaucoup auront envie de le faire. Quand ils vont lire ce communiqué-là, ils seront découragés. La dame que j'ai vue dans une vidéo, une très belle dame d'ailleurs, et qui a fait cette vidéo, qui, dans une détresse, demande l'aide de son pays d'origine. Quand elle va lire ce communiqué-là, je pense que déjà c'est un coup sur elle. C'est un coup émotionnel. Un coup psychologique qu'elle reçoit, et elle va se demander qu'est-ce que je suis venu faire ici. Évidemment, le Bénin va se dire je ne les ai envoyés nulle part. D'accord, mais voilà, ils ont eu les moyens pour se retrouver là-bas. L'irréparable est déjà fait. Trouvez les moyens. Tout simplement pour rapatrier ceux-là qui veulent venir. On ne va forcer personne. Je pense que la diplomatie béninoise aurait mieux fait de les aider à revenir que de leur dire s'ils avaient les moyens de saisir le dernier vol commercial. Et pourquoi ne pas le faire? Et ce n'est pas un communiqué qu'ils vont attendre avant de le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce cri de détresse. Ils ne vont pas lancer le cri. On sera là. Les familles ne vont même pas être saisies que bon, je reviens déjà, ils venaient m'accueillir. Mais ils seront là un matin seulement et voir celui qu'ils n'ont plus revu il y a plusieurs années peut-être en face d'eux. Je pense que c'est comme ça. Ce communiqué, je l'ai dit, ça ne veut absolument rien dire. Et ce n'est pas la solution au problème que vivent les Béninois du côté du Liban. Emmanuel Niambossou, qu'est-ce que cela coûte au gouvernement béninois aujourd'hui d'envoyer des vols ou d'organiser le rapatriement de ces citoyens béninois qui vivent au Liban actuellement? Je pense que le Bénin, quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous faites la politique de vous voyez en fait. De sorte que le Bénin aujourd'hui a d'abord des travaux préparatoires à faire très rapidement. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui du nombre de Béninois qu'il y a au Liban?
S'il n'y a pas ça, ça veut dire qu'au niveau de la diplomatie béninoise, il y a des problèmes. Ensuite, si le Bénin estime que le nombre de Béninois au Liban n'est pas aussi grand pour qu'on affrète un vol spécial, autant profiter par exemple des vols spéciaux que le Nigeria a affrétés dans ce pays-là pour ramener les nôtres, parce que du Nigeria au Bénin, ça pourra se faire très rapidement. Ils atterrissent au Nigeria et puis on envoie des bus pour les chercher et les ramener au Bécaye. Donc je pense que si ces travaux-là sont faits et qu'on estime par exemple qu'il y a un nombre impressionnant de Béninois là-bas, de sorte qu'il est nécessaire d'affréter par exemple un avion spécial, on devrait le faire. Pour moi, demander à nos compatriotes de saisir les vols commerciaux qu'il y a, je pense que c'est jeter nos Béninois dans la gueule du loup, les laisser à leur triste sort. Je pense que pour ma part, le Bénin a mieux à faire que de se contenter de ce communiqué laconique là, qui invite les nôtres alors qu'ils sont en situation très compliquée à revenir au Bercail à leurs frais. Et en gros, vraiment, je suis d'accord avec Lévis quand il s'interroge sur le nouveau visage de la diplomatie au Bénin. En temps normal, on devrait faire en sorte que les nôtres soient rapatriés le plus tôt possible pour éviter qu'ils puissent subir. Et Patrice Avala rappelle également qu'il y en a qui sont dans le pays mais qui n'ont pas leurs pièces en poche. Qui n'ont même pas accès à l'information. Parce qu'ils sont cachés dans des chambres. Ils sont cachés dans les chambres. Donc comment on organise ces rapatriements-là? Je pense que ça doit être pour ma part le leitmotiv, ça doit être la mission capitale du gouvernement en ce moment. Et il faut le dire aussi que bon, si on n'avait pas vraiment les moyens pour le faire, mieux vaut de se taire comme on le fait pour d'autres pays. Jusque-là, on n'a pas entendu le gouvernement se prononcer sur le cas des Béninois qui sont au Soudan, par exemple, ou en Afghanistan, parce que on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de Béninois en Afghanistan. On a vu même en Ukraine. Même en Ukraine, voilà. Même quand le gouvernement va garder le silence, je crois que Crévis, vous allez dire le gouvernement fait si. Mais le gouvernement a parlé maintenant, vous dites encore qu'il fallait garder silence. Il fallait bien parler. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement au juste? Mais quand un sage veut parler, dit de bonnes choses. C'est ça, ce que nous disons. Vous voulez dire que le gouvernement n'est pas sage? Si le sage ne sait pas quoi dire, mieux vaut de se taire. Ça aussi, c'est de la sagesse. Et je crois que ce n'est pas quand même le premier cas dont on n'entend pas le gouvernement se prononcer. Je dis, il y a l'Ukraine. Ce qui s'est passé en Afghanistan, je parlais donc de l'Afghanistan pour montrer l'exemple des Américains qui donc ont rapatrié leurs citoyens avec cette difficulté, malgré cette difficulté. Et ça, c'est ça qu'on appelle aussi la diplomatie. Je crois qu'aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il reste beaucoup à faire quand même pour le Bénin. Oui, Emmanuel Niabossou, pour ceux qui n'ont pas des pièces à jour, le gouvernement, pour ne pas parler du ministère, a également fait des recommandations. Le ministère demande à ceux-là de demander à solliciter un laissez-passer et autorisation parentale pour des enfants de moins de 18 ans qui leur permettra d'effectuer leur voyage dans les meilleures conditions. Et il a indiqué que ces services sont disponibles sur le portail du service public pour ceux-là qui ont la volonté, qui veulent saisir l'occasion. Encore faudrait-il que cela ait accès au portail, parce que comme nous l'avons dit, il y en a qui ne savent même pas par quelle voie naviguer pour accéder au portail. Ils sont pas libres pour aller. Attendez, on vous dit que nous sommes menacés de guerre et moi je suis ici avec vous et votre pays organise votre rapatriement. Ça veut dire que votre pays me laisse moi mourir, c'est ça? Mais on va rester ensemble dans le pays. On va rester. Quand ça allait très bien, vous étiez avec moi ou pas? Mais je vais organiser votre comment on dit appelle ça? Votre assise. Vous serez séquestré là. Et donc l'État béninois, c'est pourquoi j'ai demandé au prime abord si l'État béninois aujourd'hui a une idée du nombre exact de Béninois ou plus ou moins exact de Béninois qu'il y a au Liban. Ce n'est pas possible. Parce que si ce n'est pas connu d'avance, ça veut dire on a beau tout faire, on a beau se barder de ce communiqué là, on a beau prendre des dispositions qu'il faut, des Béninois vont rester là-bas et subir la foudre de l'Israël en ce moment. Emmanuel Niambossou, est-ce que vous pensez que c'est possible pour l'État béninois de connaître le nombre exact de Béninois vivant au Liban actuellement? Clévis l'a dit, en termes de diplomatie ou en termes diplomatiques, il y a des structures habilitées dans un pays pour savoir organiser les allers-retours des ressortissants de chaque pays. Si la carte diplomatique du Bénin a été revue et donc a fait en sorte que désormais au Liban, qu'il n'y ait plus un œil du Bénin là-bas, je pense que tout ça là, ça a pu contribuer aujourd'hui à ce qu'on ne puisse pas savoir combien de Béninois il y a exactement au Liban. Je pense que tout ça là, ça amène le gouvernement à réorganiser, à revoir un peu la carte diplomatique qui entre-temps avait été suturée, avait été balkanisée, ainsi de suite. Voilà.
Oui, Clévis Sosoto, ne pensez-vous pas que ce sont ces Béninois-là, ces citoyens même qui se sont mis en difficulté? Parce que comment on peut être dans un pays sans avoir ces pièces à jour? Non, attendez, on vous dit que c'est de l'aventure. On vous miroite des choses. C'est hors, arrivé là-bas, de votre territoire. Hors de votre territoire. Arrivé là-bas, on vous séquestre. Déjà, l'aéroport vous arrache toutes vos pièces. Toutes vos pièces. Et vous voulez comment? Vous voulez... Tu es déjà dans l'eau. Tu es déjà dans l'eau. Tu n'as même pas accès au portable, à l'information pour pouvoir parfois joindre même tes parents. Il y a des jeunes qui vivent cette situation, que ce soit au Koweït, au Liban, un peu partout dans le monde. En tout cas, ces pays surtout du Proche-Orient. Donc aujourd'hui, moi je dis, le mal est déjà fait. Qu'ils ne prennent pas les voies conventionnelles pour y aller ou pas, l'essentiel c'est qu'ils demeurent des filles et fils du Bénin et ils contribuent malgré tout à la construction de ce pays. Donc l'État a l'obligation donc de faire quelque chose pour eux. Et c'est de leur ressort, c'est de leur responsabilité. C'est de leur responsabilité. C'est pourquoi on a un ministère des Affaires étrangères alors. Quel est son rôle? Quel est son rôle? Mais on doit pouvoir avoir ne serait-ce qu'un service qui s'occupe même de l'immigration clandestine. C'est ça. Quand vous avez la direction de l'immigration au Bénin, quand vous lisez ces attributions, c'est quand même une direction qui a comme attribution de veiller, de surveiller donc les frontières, que ce soit terrestres ou portuaires ou aéroportuaires. Alors, donc on ne peut pas me dire aujourd'hui que nos frontières sont poreuses au point où ça échappe au contrôle donc de la direction de l'immigration. Donc ça veut dire encore que on n'a pas en réalité les moyens de notre politique. Moi je vais vous dire, Casimir, que le Bénin a les moyens de déchiffrer les Béninois qui sont au Liban. Il suffit d'avoir une ambassade. Pourquoi a-t-on rapporté les ambassadeurs dans les pays? Aujourd'hui, le Bénin n'a pas une ambassade du côté du Liban. Si il avait une ambassade, l'ambassade peut demander au Liban, aux Béninois qui sont là-bas, de venir s'enregistrer. Tout simplement, et on aura le nombre, c'est vrai. Qu'on n'aura pas un nombre exact. Peut même se faire en ligne. En ligne, on permettra à ceux qui sont dans le pays de s'annoncer. Pour qu'on sache que oui, ici dans le monde entier, il y a un Béninois. L'autre côté, il y a un Béninois. Mais on ne l'a pas fait. Comment vous voulez qu'on sache le nombre de Béninois qui se trouvent à l'étranger? On ne pourra pas le savoir. Et même si on limite la conception des passeports au pays, ou lorsque vous voulez faire le passeport, on doit pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez faire, etc., etc. Ça ne leur permet pas de savoir le nombre de personnes qui vont. Parce qu'on peut avoir le passeport ici au Bénin et aller au Togo, prendre pas le Togo pour sortir de l'Afrique, prendre pas le Nigeria, un peu partout et partir sans que le pays même ne sache que son enfant a déjà pris le départ pour un pays. Mais dès qu'on a une ambassade, je pense que la chose est plus facile. Même si on n'a pas d'ambassade, on peut avoir des consuls sur lesquels vont se rallier les Béninois qui sont un peu partout dans le monde entier. Mais si ça ne se fait pas, ne vous attendez pas à un nombre de Béninois à l'extérieur. Nous allons changer de sujet. Nous allons faire un tour de table chacun sur toujours situation de l'immigration, mais cette fois-ci en Guinée équatoriale. Emana Aniambosu, fraternité qui titre ce matin immigration massive de jeunes béninois. 56 migrants béninois sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. Le rêve de l'extérieur, une situation énigmatique. Non, ce qui est clair, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez, il y a quelques années encore, on nous a fait rapatrier des jeunes d'une région du Bénin, du Nord Bénin en l'occurrence, qui étaient candidats à l'Eldorado, qui voulaient passer par la Libye pour pouvoir aller en Europe et tout, et qui sont revenus au Baïkaï. Ça rejoint toujours le problème qu'on avait déjà posé. Qu'est-ce qui au fond pousse les jeunes? Problème, cause, conséquence, solution. Qu'est-ce qui au fond pousse les jeunes à être candidats à cette immigration? C'est-à-dire que il y a plusieurs années en arrière, nos grands-parents étaient cherchés by force, on les arrêtait, on les captait, on les capturait by force pour les faire voyager à travers la mer et les océans et tout. On a parlé de traite négrière. Aujourd'hui, les nôtres même prennent ces mêmes barques, ces bateaux et passent par la mer pour aller travailler, pour chercher à travailler pour les blancs parce qu'on estime que là-bas on gagne mieux sa vie. C'est comme si l'histoire se réécrivait, mais cette fois-ci à l'envers. Si avant on venait les capturer, aujourd'hui on ne les capture plus. Eux-mêmes ils sont candidats, ils se disent je vais travailler pour vous. Donc c'est compliqué. Je pense qu'il faut tuer le mal à la racine. Il faut conscientiser les jeunes. Il faut leur parler. Il faut parler à ces jeunes-là qui sont candidats. Et comme l'a dit Clévis avant moi, avant que j'arrive, c'est vrai, je suivais l'émission, c'est qu'en réalité, la responsabilité est partagée.
il y a les parents, il y a l'État, il y a la société dans laquelle ces jeunes-là évoluent. Aujourd'hui, dans notre société, on n'a plus de repères. Dans notre société, les parents ont également, ils ont démissionné. Dans notre société, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du numérique, tout cela, parce que justement, il faut que ceux-là aient accès à certaines données sur le net pour pouvoir communiquer. Je pense que toutes les questions de politique, il faut effectivement que la politique prenne ça à cœur et en fasse une priorité. Patrice Avala, rapidement, ces 56 jeunes rescapés, après avoir passé 20 jours en mer et sans manger ni boire, secourus par la Guinée équatoriale, le lance maintenant. Ils implorent Patrice Talon pour leur rapatriement. Patrice Talon ne les a envoyés nulle part. C'est pourquoi il faut les oublier. Vous voyez, je pense que la jeunesse doit prendre conscience de sa situation. Il n'y a pas que les autres pays qui peuvent vous permettre de mieux vivre. Vous prenez une direction que vous-même vous ne maîtrisez pas. Vous aussi, vous avez dit maintenant que si on vous veut l'occasion. Et pourtant, j'ai refusé à certains endroits également. Moi, je ne peux pas prendre par la mer comme les gens le font là. Et on les met en des bacs de fortune. Qui, pour transporter 50 personnes, on met 150 personnes dedans. Et donc, vous savez déjà où vous allez. Peut-être que votre place est sur Dieu, je ne sais pas. À la droite ou à la gauche, je ne sais pas. Mais jamais à destination. Parce que c'est clair que dès que vous empruntez ces moyens, il ne vous reste rien que la mort. Et quand vous avez des sauveteurs qui viennent vous enlever de l'eau, je pense que si vous ne trouvez pas à leur donner pour les récompenser, aller dans leur maison pour aller laver leurs habits, pour dire au moins tu m'as permis de rester en vie. Le mieux pour le jeune aujourd'hui, dès que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, abstenez-vous tout simplement. L'abstinence ne tue personne. J'ai dit que si je trouve, je vais partir. Mais je ne partirai pas comme ça. Je suis sûr que je ne partirai pas comme ça. Si chacun peut se dire, je ne vais pas dans l'espace. Vous allez dans l'espace, vous ne savez même pas. Vous êtes comme un cerf-volant. Vous allez, vous ne savez pas où vous allez. Le mieux pour vous, c'est de rester comme vous êtes. Parce que l'adage dit, si vous ne voulez pas être tel que vous êtes aujourd'hui, vous risquez d'être comme vous ne l'aurez jamais souhaité dans votre vie. Quand vous analysez ça, autant ne pas s'aventurer dans ces bacs de fortune en Guinée équatoriale ou quoi pour tomber en Europe que de rester tranquillement chez vous. Allez chercher de fagots de bois. Et pour finir, je vais rapidement revenir. Vous encouragez la déforestation. Non mais écoutez, on doit préparer. C'est pas parce qu'on prépare qu'il y a la déforestation. Mais il faut les conditions. Les forestiers savent comment on coupe les arbres. Et donc, c'est leur travail. Ils sont des forestiers. Les petits arbres là ne veulent rien dire dans la déforestation. Ah bon. J'allais finir en disant, puisque je sais que je n'aurai plus l'opportunité de dire un mot, de dire à l'Instad, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a chiffré le nombre d'emplois créés depuis 2016 à aujourd'hui, de chiffrer également le nombre d'emplois supprimés et ceux qui en sont morts. C'est très important de faire la balance. On vous aurait compris. Crévis Soto, oui, les Béninois, les 56 rescapés qui demandent maintenant la clémence du chef d'État pour rentrer. Qu'est-ce qu'il leur faut? Non, mais je crois qu'au moins à ce niveau, on a un chiffre. Et on a une idée de combien donc il revient donc à l'État de prendre ses responsabilités au plus vite possible pour pouvoir donc sortir ces Béninois de cette situation. Et ce que je vais dire aux jeunes pour finir, c'est que de savoir que quand on parle d'aventure, une aventure c'est comme le chemin qui mène vers Dieu. C'est flou. C'est la porte du non-retour. Mais le pasteur vous dira que voilà ce qu'il faut faire pour voir Dieu, mais au même